Bon, merci à tous d'être présents. Donc une présentation rapide, Vincent Capoen qui est donc délégué à la communication pour la GFOS PME, Jean-Marc Jamet qui était l'architecte technique pour ce projet, et puis moi-même, Thierry Villouin, directeur du projet pour CGI. On va commencer par la présentation rapide de nos sociétés. Donc bonjour à tous, donc, Vincent Capoen, je représente la GFOS PME. Je vais aller assez vite sur ces questions-là parce que je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, surtout juste après déjeuner. Donc on est un organisme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle qui travaille uniquement avec les entreprises privées. On a 3 métiers. Métier de collecte des fonds de la formation, qui est notre cœur de métier historique. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là qu'on a développé le produit qu'on va vous présenter tout à l'heure. On gère et on finance des actions de formation, ça c'est aussi notre métier aujourd'hui principal. Et enfin, quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure du temps et aujourd'hui qui prend une ampleur importante, qui est le conseil et l'accompagnement des entreprises dans leurs projets. En quelques chiffres clés, je vais passer ceux de droite, mais ceux de gauche sont importants. On représente aujourd'hui à peu près 380 000 entreprises en France qui sont adhérentes chez nous. Donc c'est un chiffre très important et vous verrez notamment un chiffre qui est majeur, qui est la part des très petites entreprises chez nous qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Et donc pour justement accompagner les entreprises de très petite taille dans leur projet de formation, on a besoin de développer des outils très spécifiques pour elles. Ça couvre à peu près 6 millions, presque 7 millions de salariés. Et on collecte chaque année. Alors j'ai oublié de le dire en introduction, mais quand je vais dire collecte, ou quand je vais dire contribution, c'est exactement la même chose. C'est juste une question de posture. À la GFOS PME, notre métier, c'est de collecter, mais pour l'entreprise, c'est contribuer. Donc vous verrez, collecte, contribution, c'est pareil. Donc 920 millions d'euros qui ont été collectés l'année dernière et une dépense de plus d'1 milliard d'euros. Bon, pourquoi on dépense plus en 2 mots? C'est parce qu'on va chercher des cofinancements auprès de l'État, des régions, de l'Europe, etc. pour pouvoir avoir des apports plus importants auprès de nos clients. Voilà, en quelques mots sur cet aspect-là. Et quand même, pour en profiter, je peux passer pour vous faire connaître un petit peu, pour ceux qui ne sont pas trop dans le sujet de la formation, comment ça fonctionne. C'est lié à des dispositifs qui existent. Donc pareil, je vais passer vite, mais en fonction de la situation du salarié ou du demandeur d'emploi ou des besoins de l'entreprise, on va avoir des dispositifs de formation qu'on va financer, sur lesquels on va vous conseiller en tant qu'entreprise. Et donc vous avez la liste qui est à droite, en fonction de la situation du salarié, enfin du bénéficiaire, on va dire, de manière générale. Voilà, c'est bon, merci. Donc, quant à CGI, alors, je ne sais pas si vous nous connaissez vraiment, en fait CGI a racheté en août 2012, la société Logica, ou ex-Unilog, ça doit parler à un plus grand nombre d'entre vous. Aujourd'hui, CGI, c'est le cinquième intégrateur mondial en chiffre d'affaires consolidé, 68 000 professionnels dans le monde. En France, c'est environ 10 000 personnes. On intervient sur des missions de conseil en système d'information, également des projets d'intégration et tout ce qui est maintenance, AMS et également hébergement. On a développé des vrais savoir-faire sur les portails. Jean-Marc, je te laisse présenter. Donc on adresse les 4 types de portails, donc les portails collaboratifs, applicatifs, informationnels et décisionnels. Donc sur le périmètre de la GFOS, on est plutôt sur les portails applicatifs. Donc on adresse aussi bien l'amont, la phase de réalisation avec l'aiguillage sur les différentes stratégies de réalisation, donc paramétrage, extension produit et développement spécifique, jusqu'à l'aval, donc mise en production et suivi de performance. Sur notre savoir-faire technique, sur ce qu'on met en place en général sur la partie portail, donc portail Liferay et intégration, c'est tout ce qui est constitution. Donc il y a 2 segments, le segment agilité et évolutivité et le segment standardisation. Donc l'agilité et l'évolutivité, c'est tout ce qui est la constitution de socle d'intégration, socle de portail, la constitution de souche aussi. La favorisation des développements modulaires, tout ce qui est développement SOA aussi, J2E, l'intégration en demi-flux. Et tout ce qui est standardisation qui va permettre en gros la réduction des coûts de développement, l'optimisation des coûts de maintenance. Ça passe aussi par la standardisation des développements et l'utilisation des fonctions produits en priorité plutôt que du développement spécifique. On fait aussi donc l'augmentation de la qualité par l'accostage à la pique. En termes de mobilité, de la même façon, on adresse aussi les problématiques amont jusqu'aux problématiques aval. Donc c'est tout ce qui est définition des nouveaux usages, cartographie des usages existants, définition des scénarios, définition des architectures de mobilité. Donc Liferay s'inscrit bien dans ce périmètre-là et donc on a du savoir-faire aussi sur ces intégrations. Hop. Donc le contexte du projet pour AGFOS PME.
Pourquoi on s'est lancé dans ce projet assez ambitieux pour nous? Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots. On a une culture, on va dire, qui n'est pas très IT à la GFOS PME, et pour le coup, on a quand même développé notre site internet il y a quelques années en essayant d'y mettre des outils. Donc on a créé notamment des premiers services en ligne il y a quelques années. Et on a vu que notamment en période de collecte, c'était là où on avait un flux très important en fait, de clients qui venaient sur notre site internet pour un acte simple qui est l'acte de contribution, qui est réglementé en fait, par la loi et qui a lieu au mois de février. Donc pour vous donner un chiffre qui est assez emblématique, on a un peu plus d'1 million de visiteurs uniques sur notre site internet. Et le mois de février, ça couvre à peu près un tiers de ce chiffre-là. Donc en gros, vous avez un peu plus de 300 000 visiteurs uniques qui viennent sur le site, ce qui correspond grosso modo à notre nombre d'adhérents. Et on voit aussi que le nombre de téléchargements de fichiers explose à ce moment-là. Donc l'acte de collecte ou l'acte de contribution des entreprises, un moment très important. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être commencer, alors c'était il y a quelques années, je vous rassure, à mettre en place des bordereaux en ligne, au lieu de les envoyer en papier. Donc comme c'est un acte réglementé, il faut avoir des reçus libératoires derrière pour que les entreprises puissent, au niveau du trésor public, prouver qu'ils ont bien versé leur contribution formation. Donc tout ça, et notamment l'année dernière, on a développé un peu plus les éléments qu'on pouvait mettre à disponibilité de nos entreprises sur le site internet. Et au-delà de ça, il y a ces 3 éléments de contexte qui sont venus un petit peu nous pousser dans le projet e-contribution. Donc en gros, de promouvoir la contribution des entreprises en ligne directement, au lieu de fonctionner dans une action de marketing direct de grande ampleur, parce que, comme je vous le disais, 400 000 entreprises, ça veut dire 400 000 bordereaux, 400 000 enveloppes, timbres, envois, plus des relances, etc. Donc, je vous passe les détails, mais ça faisait beaucoup de papier et beaucoup de frais. Donc il y a un contexte extérieur qui est celui de la formation professionnelle en général. Donc c'est un secteur réglementé et qui évolue beaucoup et qui évolue tout le temps, j'ai envie de dire. Ce qui fait que finalement, on est confronté à une concurrence de plus grandissante, à des changements législatifs importants. Ce qui fait que derrière, l'État, qui en fait, il y a 40 ans, a décidé de créer des organismes comme AGFOS PME pour s'occuper de ce travail-là, remet finalement un petit peu son nez dans le fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés, et notamment à contractualiser avec AGFOS PME et avec tous les organismes similaires une convention d'objectifs et de moyens, et qui revoit donc le mode de rémunération de l'AGFOS PME, et notamment avec des contraintes très importantes sur la collecte et sur les frais que ça engendre. Donc ça a été une des raisons aussi, alors on n'avait pas attendu pour commencer ce projet-là, mais ça c'est venu finalement pousser le projet encore plus en amont. Ensuite, le portail unifié comme vitrine des services en ligne d'AGFOS PME. Donc ça, c'était aussi un angle très important pour nous. Non seulement parce qu'on se rendait compte qu'avec la pluralité des entreprises qui sont adhérentes chez nous, il y avait des fonctionnements très différents en fonction de la petite entreprise, de la grande entreprise, du groupe, de celles qui ont des visions internationales et d'autres franco-françaises, de celles qui sont dans certaines régions qui sont moteurs, etc., etc. Donc une diversité qui nous a amené finalement à créer un point d'accès unique et qui permettait de regrouper tous nos services au lieu d'avoir des différenciations. Bien sûr, le choix qui a été fait, c'est de d'abord développer un produit qui est lié à la collecte, puisque c'est lié à nos ressources, et donc c'est vraiment l'acte principal et moteur de notre fonctionnement. Comme je venais de vous le dire, donc c'est aussi l'idée de créer un portail qui va pouvoir, de manière assez simple, rapide, efficace, nous permettre de développer d'autres outils. Alors les outils qu'on avait déjà développés avant, qu'on va peut-être finalement transformer ou adapter à ce nouveau fonctionnement, et également toutes les nouveautés qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc voilà, et le dernier point, bien sûr, là on va parler plutôt de l'aspect commercial, marketing, avec un objectif clair qui est d'améliorer la fidélisation des clients à travers des outils un petit peu plus fiables, efficaces, rapides. Réussir le virage de la dématérialisation, pour nous, pour beaucoup d'entreprises, c'est peut-être des choses qui sont anciennes. Pour nous, c'est quelque chose de nouveau, notamment vu l'ampleur en fait, et vu le fonctionnement des petites structures. Quand on vous dit qu'on a 90% d'entreprises qui sont des TPE, il faut imaginer qu'elles n'ont pas tout Internet, elles n'ont pas toutes des emails. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent par téléphone. Donc il y a
finalement, le papier, on pourra, je pense, jamais vraiment s'en défaire encore pendant quelques années. Mais de commencer à dire aux entreprises, c'est plus facile pour vous, allez-y, c'est très rapide, vous verrez, en 5 minutes ou en 10 minutes, vous avez réussi à régler ce sujet de la formation professionnelle au niveau de la contribution, c'est important. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure vis-à-vis de la convention contractuelle avec l'État, c'est vrai de manière plus générale pour le fonctionnement d'AGFOS PME. La question du retour sur investissement, elle était très vite vue, quoi. Pour une entreprise, je vais vous donner un chiffre qui n'est peut-être pas le dernier, mais qui va vous donner un ordre d'idée. Une très petite entreprise collecte ou contribue à la formation professionnelle en fonction de sa masse salariale. Donc vous imaginez quand il y a une entreprise qui a 2 ou 3 personnes, la contribution, si ça se monte à 300 € ou à 50 € des fois, c'est déjà beaucoup. Les frais que nous engendrait la collecte en version papier, c'est-à-dire envoyer les documents, le timbre et tout ça, c'était déjà aussi cher, voire des fois plus cher que la contribution de l'entreprise. Donc déjà pour nous, il y avait quelque chose d'incohérent à ce niveau-là et qu'il fallait absolument régler, et ça s'est traduit par le lancement du projet contribution il y a à peu près 1 an. Et voilà. Les solutions mises en œuvre. Comme le disait Vincent, donc, l'objectif, c'était de déployer une solution qui s'adressait aux très petites entreprises, donc les entreprises de moins de 10 salariés, afin de leur mettre à disposition un moyen de contribuer à la formation professionnelle en ligne, et si possible, en dématérialisant le plus possible cet acte. Pour CGI, il y avait plusieurs enjeux. Le premier, c'était de comprendre le métier d'AGFOS PME, en particulier ce premier métier dont parlait tout à l'heure Vincent, la collecte. Alors, ça ne s'appliquait qu'aux entreprises de moins de 10 salariés. C'est certaines règles de gestion à mettre en place. C'était déjà pas mal compliqué, ça nous a pris un peu de temps pour assimiler tout ça. On a eu aussi besoin de cibler les différents utilisateurs du portail. J'entends par là que AGFOS PME adresse des entreprises, mais que parmi ces entreprises, il y a une différenciation. Il y a les adhérents à la AGFOS PME, ce sont les gens qui cotisent, enfin qui contribuent chez AGFOS PME. Il y a, comme on les appelle nous, les prospects. Les prospects de l'AGFOS PME, c'est des gens qui sont connus des systèmes d'information de l'AGFOS, mais qui ne contribuent pas chez AGFOS, enfin qui ne contribuaient pas récemment chez AGFOS. Et puis, un autre pan, d'ailleurs je n'ai pas noté, qui s'appelait les suspects pour nous, ce sont des gens qui sont totalement inconnus de l'AGFOS et qui veulent quand même contribuer sur le site. Je précise que le terme suspect, c'est notre terme à nous. C'est notre terme à nous, mais on est dans une session technique alors. On parle technique. Ces suspects, typiquement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les entreprises qui se sont créées en cours d'année et qui ne sont dans aucun référentiel au sein de l'AGFOS PME. Donc il fallait pouvoir adresser ces différents types d'utilisateurs et différents types d'entreprises. Et bien sûr, on avait plus ou moins d'informations en fonction du type, en fonction du profil. L'objectif principal du projet, c'était donc de mettre en place cette contribution en ligne. Il y avait d'autres besoins un peu... Oui, Alex, d'accord. La méthodologie projet qui a été choisie, c'est la méthodologie agile. Elle avait pour but de répondre à cette priorisation très forte que mettait l'AGFOS sur le développement et la disponibilité de la fonction de contribution en ligne. En gros, l'objectif a été pendant tout le projet de prioriser en permanence les tâches afin de livrer au début janvier 2014 le processus de collecte. On avait également un autre enjeu qui était la sécurisation des données. Pourquoi? Parce que de manière à avoir le plus de volume possible de contribution en ligne, AGFOS PME ne souhaitait pas verrouiller le processus de collecte et notamment ne voulait pas imposer la création d'un compte portail pour pouvoir venir collecter, saisir ces informations pour la contribution professionnelle. Il fallait avoir ça d'un côté, c'est-à-dire une solution assez ouverte, et en même temps ne pas diffuser de l'information à des tiers qui auraient pu se connecter sur le portail, utiliser ce processus de collecte pour récupérer des informations sur leurs concurrents. Et enfin, deux choses plus classiques, l'intégration avec le système d'information existant à l'AGFOS. Évidemment, même si le process était papier, il y avait des outils existants pour gérer informatiquement la collecte. Il fallait s'intégrer avec eux et appliquer dans le portail toute ou partie des règles de gestion. Et puis un accompagnement des équipes métiers, parce qu'il y a une vraie transformation, ça a été fait en collaboration forte avec les équipes de AGFOS, puisqu'on passait d'un fonctionnement tout papier à un fonctionnement dématérialisé, ça entraînait des modifications dans les habitudes de travail. Ce
qui a été mis en place rapidement, c'est donc un espace public avec des informations que tout le monde pouvait consulter, un espace adhérent où il y avait la nécessité de se connecter au sein du portail, un espace prescripteur, j'ai oublié de défiler, prescripteur destiné aux experts comptables. Les experts comptables sont des gens qui interagissent à la place des entreprises, à la place des différentes PME. Donc un expert comptable, en gros, il avait un tableau de bord avec ses différents adhérents et il pouvait saisir la collecte à la place des PME qui étaient chez lui. Le processus de collecte dont on parlait, disponible pour tout le monde, qui était interfacé avec, en bout de chaîne, la solution Paybox pour le paiement électronique. On proposait 3 types de paiement. Paiement par chèque, donc là on rattachait un processus papier, mais on avait déjà tout un tas de données électroniques déversées dans les SI existants. Paiement par virement ou paiement par carte bleue via la solution Paybox. La solution technique basée sur Liferay Enterprise Edition 6.1 avec, pourquoi pour la robustesse, la haute disponibilité proposée et puis les fonctionnalités CMS standard. Comme je le disais tout à l'heure, on a priorisé tout au long du projet les fonctionnalités qui amenaient le plus de valeur business, donc la fonctionnalité de contribution en ligne, un planning resserré sur 8 mois avec une équipe réduite et dédiée, et puis une vraie attention sur 2 chantiers, les chantiers transverses, notamment les interfaces avec le SI existant, et la gestion des performances et de la sécurité. Ok, donc on va passer sur le périmètre de l'architecture. Donc on voit le portail au milieu, là, donc avec des tiers techniques et des tiers fonctionnels. Donc les tiers techniques, c'est pour tout ce qui est analytics, supervision. Tiers fonctionnels pour tout ce qui est paiement en ligne, les services d'emailing en mode SaaS. En dessous, le back-office. Pour communiquer entre le portail et le back-office, on a une solution orientée message, orientée de middleware a été choisie pour permettre au portail de fonctionner même si le back-office est indisponible. Donc ça, c'est la particularité de ce portail. Une solution de cache distribuée aussi a été mise en place pour remonter les informations les plus demandées et les mettre au plus près de l'utilisateur. Voilà, donc il faut savoir que tout ce qui a été mis en place ici est en full open source, donc Liferay, le MOM, la médiation, le socle J2E et le connecteur pour le monitoring. Donc dans le back, en fait, pour communiquer, on a 2 brokers qui communiquent et qui récupèrent les informations si la liaison réseau est établie. Si la liaison réseau n'est pas établie, les messages continuent et le business continue à fonctionner dans le portail et les messages continuent à s'empiler. Et lorsque la liaison est établie, ça descend. La médiation est là pour propager les informations back-office. Particularité aussi, une console de rejeu fonctionnelle a été mise en place pour donner la main aux utilisateurs métiers et être en capacité de modifier des flux qui auraient été erronés et corriger certaines informations. Donc là, un diagramme un peu lourd, mais que les connaisseurs apprécieront. Donc là, c'est l'architecture technique de la solution, donc avec un site principal, un site secondaire, donc parce que l'AGFOS fait son business pendant une partie limitée de l'année. Donc il faut que le service soit disponible en continu. Donc avec pas de perte de données, pas d'interruption de service sur site principal et une reprise de service avec un temps minimum si un sinistre majeur sur le premier site. Donc tout a été mis en disponibilité, les fronts, la partie Liferay qui est intégrée dans du JBoss, qu'on a interfacé avec un broker aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, pour véhiculer les messages vers le bas. Sur la base de données et sur la partie JBoss, on a utilisé les mécanismes de dispo JBoss pour améliorer les fonctions de failover et de failback. Voilà, avec un load balancer de base et une base de données open source. Toute l'architecture a été virtualisée, y compris la base. Dans un souci de performance, dès qu'on a eu des environnements similaires à celui de la production, on a commencé à faire des tests de performance qui a permis d'optimiser la réalisation, les développements et de contrôler dès l'amont en fait, que les services répondaient dans des temps tout à fait acceptables. Voilà. Ah oui, petite particularité, on a sur les parties amont, donc dans les Apache, on a remonté le maximum de choses, donc tout ce qui est optimisation de JavaScript, tout ce qui est optimisation de CSS, de téléchargement, tout ce qui est enveloppe SSL, tout a été géré à cet endroit-ci, tout ce qui est validation XML et au travers de XSD, donc parce que sur le portail, il y a une partie user interface, mais aussi une partie web service. Voilà, détection d'intrusion, etc. Là, donc, c'est plus la partie technique logicielle, donc on est en full, comme je disais tout à l'heure, en full J2E. Voilà, donc on s'accose dans le portail au travers des portlets, mais aussi on est en capacité du coup une meilleure interaction avec tout ce qui est broker de messages.
voilà, les technologies sont listées au-dessus. Donc une approche modulaire en composants grâce en particulier aux OJB et à la démarche qui a été mise en place. Du suivi OS, mais aussi un suivi fonctionnel possible sur certaines métriques, pardon, pas un suivi fonctionnel, mais un suivi technique possible. Donc, pendant les phases de test de performance, on a, par exemple, là c'est une illustration de ce qu'on a archivé. Donc voilà, on est en capacité de monitorer tous les services du bac et les services d'agrégation métier qui étaient dans le portail et de contrôler en fait la performance tout au long des cycles de développement. Donc, sur les chiffres clés, résultat du projet, donc c'était un projet qui s'est déroulé sur 8 mois, comme je disais tout à l'heure, avec 7 sprints agiles. Ça représentait quand même plus de 1000 jours hommes, avec une ouverture du service début janvier 2015 pour le démarrage de la collecte, la phase de contribution en ligne. Donc en effet, pour nous, c'était quelque chose d'un petit peu ambitieux. Il faut être clair, on a commencé le projet à peu près un an avant qu'il soit mis en ligne en janvier 2015. Et 2014, pardon. C'est vrai que le chiffre est trompeur, même moi je me trompe. Et donc, ça a été rapide et vraiment structurant. C'est-à-dire par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui nous a amené finalement à lancer un projet de cette ampleur, mais sans faire de grandes actions de communication, sans en parler sur nos supports, etc., etc. Donc on avait des objectifs qui étaient limités en termes, on va dire, de fidélisation ou au niveau de nos clients, mais c'était plutôt des objectifs qui étaient internes, qui étaient de réussir à sortir le projet. Et pour le coup, la méthode agile et la solution de gestion de contenu Livefray, tout ça, ça a été vraiment des éléments très positifs pour nous et qui ont réussi, sur lesquels on a réussi vraiment en 8 mois à sortir quelque chose. Donc avec des résultats qui, au regard de nos chiffres dont je vous ai parlé au tout début, sont limités, mais malgré tout avec beaucoup de points positifs. Donc 7000 contributions en ligne, 30 000 visiteurs uniques, le montant collecté et une enquête de satisfaction qu'on a menée auprès de nos clients. Alors en 2 mots, parce que je l'ai noté, mais c'est sur le projet, les éléments forts pour nous, c'est le délai qui est respecté, parce que la contribution formation, elle a lieu tous les mois de février chaque année, on ne peut pas rater ce mois-là. Donc en gros, il fallait qu'on sorte quelque chose et que ce soit opérationnel et accessoirement que ça marche bien. Et donc ça pour nous c'était très important. Et la souplesse de la solution, je vous en ai parlé. Sur le produit en tant que tel, c'était son accessibilité et sa rapidité. C'est-à-dire qu'en 5 étapes, on arrivait à gérer l'acte de contribution jusqu'au paiement. Et pour nous, ça c'était quand même quelque chose de très positif et de nouveau, notamment avec des paiements en carte bleue qui ont représenté à peu près 12% des versements. Et pour nous, c'était des surprises positives d'imaginer que des gens allaient tout de suite payer en ligne. Donc voilà, et donc des très bons résultats sur les enquêtes qui ont été faites ensuite sur l'outil. Donc, pour terminer, je pense qu'on est dans les temps ou presque, à 1 minute près. Le projet aujourd'hui, donc c'est l'AV1, qui a été le déploiement donc, de la e-contribution pour nos adhérents de moins de 10 salariés, et ce dont vous a parlé tout à l'heure Pierrick sur nos prescripteurs majeurs, que sont les experts comptables. On continue dès aujourd'hui, et c'est déjà à disposition, je vous parlais tout à l'heure, des reçus libératoires, donc le terme IRL veut dire reçu libératoire. On a intégré cette fonctionnalité dans le portail juste après la période de collecte. Et aujourd'hui, donc le chiffre, je peux même le mettre à jour, en 3 semaines et quelques jours, on est à 15 000 téléchargements de e-reçus libératoires, ce qui est déjà le double de ce qu'on a fait l'année dernière. La V2, donc là c'est le projet pour 2015, cette fois-ci on est sur la bonne date. C'est l'ouverture d'un service de pré-déclaration pour les entreprises de plus de 10 salariés. Alors les entreprises de plus de 10 salariés, c'est un tout petit peu particulier, étant donné qu'on va les voir plus facilement, parce que ça représente beaucoup moins d'entreprises et on a une relation commerciale plus développée. Donc on ne va pas leur proposer un service de déclaration en ligne exactement comme pour les moins de 10 salariés, mais il y a quelque chose qui va nous permettre de répondre aussi à leurs besoins. Un développement d'espace expert comptable et avec un objectif cette fois affiché beaucoup plus conséquent, parce qu'en gros on n'avait pas d'objectif l'année dernière si ce n'est de sortir le produit comme je vous le disais juste avant, qui est de 120 000 contributions, donc ça représente presque plus d'un tiers des adhérents de AGFOS PME de moins de 10 salariés. C'est fini. Si vous avez des questions, plutôt techniques.
Pas de question. Bon, pas de question. Ah, une question. Moi, j'aimerais savoir c'est quel type d'ETL que vous avez utilisé. C'est ODI. ODI, Oracle Data Integrator. S'il y avait une difficulté particulière à faire remonter sur ce projet-là, quel a été le plus difficile? Sur la partie technique, c'était corréler les tests de performance avec les réalisations. C'est-à-dire les réalisations sont en itératif en fait, donc avec des changements et les tests de performance, il faut se calquer sur les versions précédentes, mais aussi sur les versions futures. Donc chaque faire les optimisations. sprint entraînait une campagne de tests de performance? On l'a fait dès qu'on l'a pu, dès qu'on avait des infrastructures similaires, donc la pré-production. Voilà. C'était pas chaque sprint, mais on a fait 3 fois les tests de performance. 3-4 fois. Et l'architecture HA n'a pas posé de problème particulier? Vous avez déjà l'habitude d'avoir l'iFrame en HA? On va dire que sur au dispo, oui, c'était une première. Mais donc on a constaté aucune perte de données, on a fait plusieurs tests de robustesse, donc tout est en dispo, y compris la base. La partie base, c'était du Postgres, avec un load balancer de base au-dessus en fait, pour gérer en fait, la lecture-écriture sur une base sur le master et la lecture sur les secondaires, et la réplication aussi asynchrone, synchrone entre les bases primaires du premier site et asynchrone sur les sites secondaires. En fait. C'est une question par rapport à l'architecture de l'équipe qui a travaillé sur le projet. Vous voulez connaître la constitution? Ouais. Bon, en gros, il y avait un responsable, un chef de projet fonctionnel en charge d'être l'interlocuteur des équipes MOA côté GFOS, une équipe d'architecture, monsieur, avec l'aide d'un autre architecte sur la partie base de données. On s'est partagé le travail, moi plutôt sur les parties front jusqu'au load balancer de base, et lui load balancer de base, base de données. Sur la partie développement, il y avait, en fonction des moments du projet, entre 4 et 6 développeurs. Et puis, moi, directeur du projet. Il y a eu du renfort quand on a traité, Jean-Marc en a parlé rapidement tout à l'heure, la partie gestion des rejets, qui était une brique applicative qui a été ajoutée en cours de projet. Là, on a eu un renfort d'une équipe un peu dédiée de 3 personnes. J'avais oublié sur les perfs en prod, vous avez constaté une pointe un peu critique à un moment où il n'y a pas eu de... Une pointe des pics par rapport aux usages. Voilà, oui, enfin, comme Vincent Capoel parlait du mois de février, et certainement qu'il y a des jours en de gros, pointe. la courbe, c'est assez marrant à regarder, la courbe Google Analytics sur le sujet montre déjà une vraie périodicité, avec une fréquentation importante le lundi, une chute le mardi, mercredi, et puis le jeudi, vendredi, ça a augmenté. Et puis le service a été ouvert je crois, du 15 janvier jusqu'au 28 février, qui était la date de fin officielle de la collecte. Et sur les 2 dernières semaines, il y avait fréquemment 80 à 100 utilisateurs en permanence sur le site. Voilà, ça nous a permis de regarder ce que ça donnait. On a un vrai chantier à mener cette année pour absorber les 120 000 contributions. On va mettre à l'épreuve un peu plus les systèmes. Donc l'architecture qui a été mise en place, c'est une architecture extensible en termes de scalabilité. Donc rajouter des nœuds sur les fronts ou des nœuds sur la partie iframe ou sur la base va pouvoir se faire sans trop de problèmes normalement. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci.